Bon, j'ai le soleil dans les yeux, mais je t'explique les bails. Aujourd'hui, on va parler de la DeFi. Gros sujet, sujet très intense. On va voir comment elle va transformer nos vies. Je vais te partager des cas concrets IRL, in real life. On va voir comment on peut faire du caramel avec. On va parler armes, car dans la DeFi, pour éviter de se faire arnaquer, il faut être très très bien calibré. Et meilleur pour la fin, tu vas kiffer de ouf. Je vais te partager les meilleurs bons plans foireux et si tes influx préférés te les proposent, ça veut peut-être dire qu'ils ne te veulent pas du bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais, si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi. Et si tu veux en savoir plus, tu peux rejoindre la lettre extrêmement secrète. Le lien est en description, je t'en dis pas plus. On commence directement avec la DeFi, donc c'est en anglais, ça veut dire Decentralized Finance, finance décentralisée, mais tu vois, on utilise le terme anglais parce qu'en français, ça aurait été FIDE. Et pour faire très simple, en fait, c'est un paradigme financier dont le but est de supprimer les intermédiaires présents dans la finance traditionnelle pour créer un écosystème financier autonome où les échanges se font de pair à pair. C'est pour ça qu'on parle de peer-to-peer, pair à pair, sans intermédiaire. Donc aujourd'hui, par exemple, si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, tu passes par une banque ou un service centralisé. C'est la finance traditionnelle. Et dans la DeFi, tu vas passer par la blockchain qui est censée être décentralisée. Bon, après ça, c'est un autre débat. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur la blockchain, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et dans la DeFi, on dit souvent que code is law, le code fait la loi parce que ce qui remplace les humains, ce sont les applications décentralisées et les smart contracts qui sont codés sur la blockchain. Et on va revenir sur tout ça tout à l'heure parce que c'est extrêmement passionnant. Et la principale caractéristique de la DeFi, c'est vraiment de faire abstraction des intermédiaires financiers pour avoir un contrôle total de ses finances et pouvoir jouir de sa liberté. Mais la liberté a un prix, ça comporte des risques. Mais avant de te parler des problèmes et des risques de la DeFi, on va parler des problèmes de la CeFi, finance centralisée, et de la TradFi, finance traditionnelle. Déjà, malheureusement, dans la finance traditionnelle, certaines personnes ne sont pas autorisées à ouvrir un compte bancaire ou à utiliser des services financiers. Tu peux être discriminé de par ton apparence physique, ta classe sociale, ton statut. On sait comment les choses se passent. Parfois, quand tu veux ouvrir un compte ou avoir un prêt, on peut te le refuser pour des raisons qui ne sont pas tout à fait légitimes. Certaines personnes n'ont malheureusement pas la possibilité de se créer un compte bancaire dans certaines régions du monde au XXIe siècle et ça c'est juste scandaleux. Le manque d'accès financier peut empêcher des gens d'être employables parce que pour te verser ton salaire, ton employeur peut avoir besoin de ton compte bancaire. Tu as également le gouvernement et les institutions centralisées qui peuvent monopoliser tes fonds, bloquer ton compte, t'interdire d'utiliser ton argent comme bon te semble parce que malheureusement, ton argent en banque ne t'appartient pas vraiment. Quand tu laisses ton argent dans ton compte, il n'est pas en train de dormir tranquillement. Tu as la banque qui le fait travailler pour se faire de l'argent. Donc c'est un peu une boîte noire. Tu ne sais pas très bien comment et ce que la banque fait avec tes fonds. Il y a un manque de transparence et si la banque fait faillite, malheureusement, tu ne reverras jamais la couleur de ton argent. Tu vois, ça, c'est vraiment le gros problème de la centralisation. C'est également quelque chose qui arrive avec les crypto-monnaies, mais je t'en parlerai tout à l'heure. Au-delà de ça, tu as les limites temporelles. Tu dépends des heures d'ouverture de ta banque pour effectuer des opérations financières. Tu as les transferts d'argent qui peuvent prendre plusieurs jours. Les virements à l'étranger, parfois, ça coûte cher. Ta banque peut te demander de rendre des comptes sur certaines opérations. Bon, après, on ne va pas cracher sur les banques. Il y a quand même beaucoup d'avantages. Tu as des banques en ligne parfois qui sont ouvertes assez régulièrement. Tu peux avoir un livret A à 1% de rendement de manière assez sécurisée. Tu as des assurances vol, plusieurs types d'assurances. Par exemple, un jour, j'avais perdu mes clés et j'étais bien contente que la banque puisse me rembourser les frais de serrurier parce qu'on sait que ça coûte très très cher. De toute façon, dans la vie, chaque solution vient avec ses avantages et ses inconvénients. Et là, on va parler des avantages de la DeFi.
Déjà, l'avantage majeur que je vois à la DeFi, c'est qu'elle pourrait vraiment aider à réduire l'écart mondial en matière d'inclusion financière. Parce que tu vois, la DeFi, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination au faciès ou par rapport à ton statut social. C'est pseudonyme, on ne va pas te demander ta carte d'identité pour créer un wallet décentralisé. Enfin, actuellement c'est comme ça parce que je sais qu'il y a plusieurs régulations qui pourraient changer ça, mais normalement c'est pseudonyme, tu n'as pas besoin de donner tes documents pour te créer un wallet décentralisé. La blockchain, c'est rapide, c'est ouvert 24 heures sur 24, à part quand certaines blockchains bug, hein, coucou Solana. C'est aussi transparent dans l'idéal parce que tu trouveras toujours des exceptions, mais malheureusement ça vient aussi avec beaucoup d'inconvénients. Parfois ça peut être complexe et ça peut freiner l'adoption massive, et c'est aussi un des enjeux des plateformes DeFi, rendre l'expérience utilisateur la plus simple possible et sans friction. Sur les blockchains, tu as également des bugs, il y a des risques de capital total parce que la crypto c'est très volatile, il y a des scams. Plusieurs personnes sont là uniquement pour arnaquer les personnes crédules ou qui ne s'y connaissent pas. Tu as des plateformes, même très connues, qui se font hacker plusieurs millions de dollars. Tu n'as pas de service client, tu es livré à toi-même. Parfois, les frais de transaction peuvent être très élevés. Tu peux te faire allumer sur certaines blockchains. Malheureusement, il n'y a pas de garantie. Il y a quand même des assurances décentralisées qui commencent à voir le jour. Mais on ne va pas se mentir, dans la DeFi, tout n'est pas tout rose. Déjà, c'est censé être décentralisé, mais parfois, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de centralisation, notamment avec des whales qui manipulent le marché. Donc, les whales, ce sont les personnes qui détiennent une très grosse somme de crypto-monnaies. Et par exemple, si on prend l'exemple d'un portefeuille décentralisé MetaMask, c'est censé être un portefeuille décentralisé, comme je viens de le dire, mais il dépend d'un service centralisé Infura pour fonctionner. Donc parfois, tu es vraiment en mode les bails de décentralisation, il y a des trucs chelous, parfois ça tourne par an, tout n'est pas carré. Et je dis pas ça pour te décourager, tu vois, mais je veux juste que tu aies une image globale pour que tu saches exactement dans quoi tu t'embarques. Parce qu'il y a un truc que j'aime pas, c'est que parfois, pour simplifier, on a tendance à dire que oui, la finance traditionnelle c'est 1% de rendement, la DeFi c'est 20% easy, et malheureusement, quand on est débutant, on tombe dans ce piège alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, dans le Club Alpha, on met en place des stratégies sur la DeFi et je te partage vraiment en toute transparence comment ça se passe. Je te partage ce que les gens ne te partagent pas. Tu vois vraiment toutes les galères pour vraiment que tu aies la réalité de la DeFi. Mais tu vois, quand tu comprends cet écosystème, tu restes, malgré les galères, pour la manière dont cette technologie peut et va rendre nos vies meilleures en fait. Ça va vraiment profondément transformer nos modes de vie pour le meilleur. Et avant de te partager les composantes de la DeFi, je vais te partager un exemple extrêmement personnel. Actuellement, je suis à Zanzibar. La dernière fois, je voulais retirer de l'argent, donc j'ai pris le taxi. Et dans la zone où je suis, il y avait un seul distributeur qui était ouvert parce que tous les autres étaient en rupture de papier. Et quand je faisais la queue, je me disais, mais là, en fait, on est en train de perdre notre temps, on est en train de galérer alors qu'on aurait pu utiliser les cryptos. L'autre solution, c'est d'utiliser la carte bleue. Et malheureusement, dans les shops locaux, ils n'utilisent pas la carte bleue. Et quand bien même il y a certains restaurants et hôtels qui utilisent la carte bleue, leur machine parfois, c'est une galère de ouf. 5 ans pour s'allumer, 5 ans pour valider une transaction. Quand ça marche, c'est vraiment doucement le matin, pas trop vite le soir. Mais au-delà de ça, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un smartphone avec une connexion Internet. Et la magie de la DeFi, c'est que pour être dans le game, tu as uniquement besoin d'avoir un smartphone et une connexion Internet. Et en plus de ça, même quand tu veux utiliser du liquide, parfois, tu as le vendeur qui doit faire le tour du village pour te rendre l'argent qui doit te rendre, donc c'est vraiment galère de ouf, alors que si on avait les crypto-monnaies et que c'était vraiment intégré comme partie intégrante de la vie quotidienne, ça rendrait notre vie beaucoup plus simple, beaucoup plus tranquille et beaucoup plus belle. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à me partager tes autres exemples. Maintenant, on va parler des principales composantes de la DeFi. Déjà, il y a la crypto. Ce sont ces monnaies digitales qui évoluent sur la blockchain.
Et avant qu'on continue, je voulais te dire un truc, c'est que tout ce qui est relié aux crypto-monnaies n'est pas relié à la DeFi. Tu as des plateformes centralisées comme Binance qui ont également les mêmes inconvénients que les banques en termes de plateformes centralisées. D'ailleurs, récemment, tu as eu un gros scandale avec Celsius, qui est une plateforme centralisée qui a bloqué les fonds de ses utilisateurs. Ces débats est très bressons, mais je t'en parle dimanche dans les Crypto News. Donc, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quand on parle de stablecoin, il y a 3 catégories importantes à avoir en tête. La première, bon déjà c'est le Bitcoin, c'est le DUC, DUC, le padré, le boss du crypto game. Ensuite tu as les altcoins, ce sont les crypto-monnaies alternatives. Ensuite tu as les stablecoins. Un concept assez spécial. En fait, un stablecoin, c'est une crypto qui est adossée à une valeur pour avoir une stabilité, censée être stable. Par exemple, si on prend les crypto-monnaies stablecoin adossées au dollar, elles sont censées avoir la même valeur que le dollar. Mais récemment, tu as un stablecoin, l'UST, qui a des pegs, ça veut dire qu'il a perdu sa stabilité au dollar et son prix est passé de 1 dollar à 1 centime. Et quand je te dis ça, j'ai le cœur qui pleure, les larmes coulent à l'intérieur parce que ça fait très mal de voir que tu as un UST qui est censé valoir 1 dollar qui descend à 1 centime. C'est pour ça que quand on te dit que la crypto-monnaie c'est risqué, ce n'est pas des blagues. Même les stablecoins sont risqués et peuvent avoir une valeur qui est divisée par 10. Donc là, tu continues vraiment à tes risques et périls. Ensuite, dans la DeFi, tu as les portefeuilles décentralisés qui te permettent d'avoir l'entière possession et contrôle de ton argent car tu possèdes ta clé publique et ta clé privée. Et tu vois, ça, ce n'est pas le cas sur les plateformes centralisées parce que quand tu déposes ton argent, tes crypto-monnaies sur des plateformes centralisées, tu ne possèdes pas ta clé privée et ça veut dire, tu vois, que tu n'as pas le contrôle de tes fonds. Après, chaque plateforme centralisée et décentralisée a ses avantages et ses inconvénients. Je te ferai une vidéo sur les plateformes centralisées, mais personnellement, dans les temps qui courent actuellement, je pense qu'avoir ces cryptos sur des plateformes centralisées, c'est s'exposer à un très gros risque, surtout quand on voit ce qui s'est passé avec Celsius. Et ça me vient à te parler du moyen le plus sûr et plus sécurisé selon moi pour garder ces cryptos, c'est le cold wallet et la référence c'est vraiment le ledger. Le cold wallet c'est déconnecté d'internet et ça te permet de protéger tes crypto-monnaies et c'est beaucoup plus sécurisé que les wallets décentralisés qu'on appelle aussi hot wallet. Et un petit moyen mnémotechnique, c'est que les hot wallets, ils sont chauds, donc ils attirent la convoitise parce que c'est hot, tu vois ce que je veux dire. Alors que les cold wallets, comme ils sont froids, ils attirent personne, personne ne veut les hacker. Mais attention, sur les cold wallets, le risque de hack n'est pas exclu. Il y a des hacks partout, mais tu as quand même une sécurité supplémentaire. Et dans tous les cas, quand tu détiens ta clé privée, tu ne dois la partager à personne, tu ne dois même pas l'enregistrer sur ton ordinateur parce que si ton ordinateur se fait hacker et que quelqu'un récupère ta clé privée, il peut te voler tous tes fonds. Ta clé privée, tu dois vraiment la garder sur un support papier et uniquement toi dois avoir accès à ce support papier ou uniquement des personnes de confiance, mais après je te laisse gérer. Ensuite, tu as les DApp, donc D pour Decentralized et A pour application. Ce sont des applications décentralisées qui vont justement te permettre d'utiliser la DeFi. Après, les DApp, elles n'existent pas uniquement dans la DeFi, elles sont également présentes dans le gaming, les NFT, il y a plein d'applications. Ensuite, tu as les protocoles DeFi. Parfois, on a tendance à mélanger les deux. En fait, les protocoles DeFi, ce sont l'ensemble des règles qui régissent une DApp DeFi. Par exemple, tu as le protocole Uniswap qui te permet notamment de convertir tes crypto-monnaies. D'ailleurs, swap, ça veut dire échanger. Tu as le protocole AAVE, un protocole de prêt et d'emprunt. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, tu as les DEX. Donc les DEX, ce sont des plateformes d'échange décentralisées qui te permettent de convertir tes crypto-monnaies sans intermédiaire, à ne pas confondre avec les SEX. Là, je vais te partager un exemple concret. Dans la vie réelle, imaginons que tu aies des euros, tu veux les convertir en dollars, tu vas aller voir ton banquier, tu vas lui passer des euros, il va te donner des dollars. Là, on comprend, c'est normal. Et maintenant, on pourrait se demander, mais dans la finance décentralisée, comme il n'y a pas d'intermédiaire, comment ça se passe? D'où vient l'argent en fait?
Et en fait, les DEX fonctionnent avec ce qu'on appelle les AMM, Automated Market Maker. Donc la traduction en français, c'est trop nul, c'est créateur de marché automatique. Tu vois que parfois, c'est assez compliqué de traduire en français. Mais en fait, les AMM, c'est vraiment ce qui rend possible la conversion en crypto-monnaie sans intermédiaire grâce à trois choses. Les liquidity pools, pool de liquidité, là on utilise du franc-anglais, les liquidity providers, les fournisseurs de liquidité et les smart contracts, contrats intelligents. Donc on va faire une pause pour définir les termes. Déjà, tu as la liquidité. La liquidité, c'est la facilité à laquelle un actif peut être disponible et utilisé. Par exemple, là, je peux dire, tu n'as pas 5 euros, là. Peut-être que tu vas me dire, ah, malheureusement, non, je n'ai pas de liquide sur moi, j'ai que ma carte. Parce que si tu avais 5 euros en liquide, tu aurais pu me les passer directement pour que je puisse les utiliser. Et dans les cryptos, si je te dis, par exemple, tu n'as pas 5 Ethers, là, peut-être que tu vas me dire, ah non, malheureusement, j'ai pas 5 Ethers, j'ai que mon NFT qui vaut 5 Ethers. Et là, c'est pareil, tu vois, un NFT, c'est un actif illiquide. Et là, c'est pareil parce qu'un NFT, c'est un actif illiquide. Pour les convertir en 5 Ethers, tu dois d'abord les vendre avant de les avoir sur ton wallet. Alors que si tu avais les 5 Ethers sur ton wallet, tu aurais de la liquidité disponible pour me la passer. Je ne sais pas pourquoi je dis le monde réel, comme si la DeFi c'était un monde parallèle. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Donc maintenant, on a défini la liquidité. Maintenant, on va définir pool de liquidité. Donc pool, c'est piscine. Donc c'est, pour faire très simple, une piscine de liquidité, une piscine de crypto. Ensuite, tu as les liquidity providers, les fournisseurs de liquidité, qui sont les personnes qui fournissent de la liquidité. Et ce qui est bien, c'est qu'en fournissant de la liquidité, tu peux gagner de l'argent. Et ça, je vais t'en parler tout à l'heure. Enfin, tu as les smart contracts. Les contrats intelligents, c'est tout simplement du code qui détermine les conditions d'un contrat qui pourra après s'exécuter automatiquement quand les conditions seront réunies sans l'intermédiaire d'une tierce partie. Peer-to-peer. Par exemple, un dev, il va coder un contrat intelligent, il va mettre la condition si X, alors Y, et quand la condition X se présentera, Y se produira. Et dans le cas de l'AMM, les contrats intelligents servent notamment à définir les conditions d'échange, les prix des actifs grâce à des formules mathématiques assez complexes. Là, je vais te partager un exemple concret en prenant le Maillard Dex parce que je trouve que c'est un Dex super stylé et c'est également un projet dans lequel je crois. Imaginons que sur ton portefeuille décentralisé Maillard, là on n'est pas sur MetaMask mais c'est Maillard, tu as des USDC que tu voudrais convertir en EGLD. Tu vas donner tes USDC au Maillard Dex et le Dex va piocher dans la pool de liquidité USDC EGLD pour te donner de l'EGLD. Et ce qui est bien, c'est que les fournisseurs de liquidité vont pouvoir gagner de l'argent. Et là, c'est une belle transition où je vais te partager les différentes méthodes pour faire du bif, de la moula, du caramel avec la DeFi. Salut, c'est moi, je suis désolée, du coup je vais arrêter là, mais je te partage la suite la semaine prochaine parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses sur cette première partie, je t'attends en commentaire. Et puis si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et puis dans tous les cas, si la suite est déjà disponible, tu retrouveras le lien en description. C'est tout pour moi, aucun conseil en investissement, NFA, Dior, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.